47 ans de ma vie étaient empilés dans des cartons sur le trottoir de la rue de Vaugirard. Des cartons marqués au feutre noir avec ces mots qui me brûlent encore les yeux quand je les revois dans mes cauchemars. Livres d'hiver, 50 centimes pièce. Je suis restée figée là, ma petite valise à roulettes à la main, le souffle coupé comme si quelqu'un m'avait frappé en pleine poitrine. Le soleil de septembre chauffait doucement mon visage, mais je tremblais de tout mon corps. Mes jambes ne me portaient plus. J'ai dû m'appuyer contre le mur de l'immeuble, ce mur que je connais depuis 35 ans, ces pierres grises du 6e arrondissement qui ont vu mes enfants grandir, mon mari vieillir, puis partir. Mon appartement, ma bibliothèque, ma vie. Comment en suis-je arrivée là, me demanderez-vous ? Comment une ancienne bibliothécaire de 70 ans, méticuleuse jusqu'à l'obsession, gardienne de trésors littéraires accumulés pendant presque un demi-siècle, a-t-elle pu voir son existence entière bradée pour le prix d'une baguette de pain ? La réponse tient en 2 mots. Valérie Mercier, ma belle-fille. Mais je vais trop vite. Laissez-moi reprendre depuis le début, depuis cette époque où les livres sont entrés dans ma vie comme une promesse d'éternité. 3 mois plus tôt. Je m'appelle Madeleine Forestier, née Duvernay en 1954, à une époque où les jeunes filles de bonne famille n'étaient pas encouragées à faire de longues études. Mon père était horloger dans le Marais, ma mère tenait la maison, avec cette rigueur silencieuse des femmes de sa génération. Nous n'étions pas riches, mais nous n'étions pas pauvres non plus. Nous étions entre les deux, dans cette zone grise de la petite bourgeoisie parisienne où l'on compte chaque franc, mais où l'on garde les apparences. Les livres, dans notre appartement de la rue des Francs-Bourgeois, étaient rares. Quelques volumes reliés dans le salon, plus décoratifs qu'autre chose, que personne ne lisait jamais. Mais moi, dès l'âge de 7 ans, j'avais découvert un univers parallèle, la bibliothèque municipale du 4e arrondissement, avec ses hauts plafonds, ses étagères qui montaient jusqu'au ciel, son odeur de papier ancien et de cire d'abeille. Je me souviens encore de ce parfum. Fermez les yeux un instant et essayez de vous rappeler l'odeur d'une vieille bibliothèque. Cette fragrance unique de poussière noble, de cuir patiné par les ans, d'encre qui a séché depuis décennies. C'est l'odeur du temps qui passe sans vraiment passer, l'odeur de la mémoire préservée. Avez-vous connu ce sentiment, vous aussi, cette sensation d'entrer dans un lieu sacré quand vous poussez la porte d'une librairie ancienne ? Dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais savoir si je suis la seule à ressentir cela. À 18 ans, contre l'avis de mes parents, qui me voyaient mariée à un notaire ou à un médecin, j'ai passé le concours pour devenir bibliothécaire. Ma mère a pleuré pendant 3 jours, mon père n'a plus adressé la parole pendant 2 semaines. Mais j'ai tenu bon. Pour la première fois de ma vie, j'ai désobéi. C'est à la bibliothèque Sainte-Geneviève que j'ai rencontré Philippe, en 1978. Il préparait une thèse sur Proust, moi je classais les périodiques du 19e siècle. Il avait les yeux bleus de ceux qui passent trop de temps à lire, cette pâleur des intellectuels, et des mains fines aux doigts tachés d'encre. Il m'a demandé où trouver les correspondances de Céleste Albaret. Je lui ai montré le chemin. Il m'a souri. Et tout a commencé. Philippe partageait ma passion. Non, c'est insuffisant. Philippe amplifiait ma passion, la multipliait, lui donnait des ailes. Ensemble, nous avons commencé à collectionner. Modestement au début, avec nos salaires de fonctionnaires. Un gide acheté dans une brocante, une édition originale de Colette dénichée aux Puces de Saint-Ouen. Puis, petit à petit, notre collection a grandi. Notre premier vrai trésor est arrivé en 1985. Un exemplaire des Fleurs du Mal de 1857, première édition, avec la couverture jaune originale. Philippe l'avait trouvé chez un bouquiniste du quai Voltaire, qui ne connaissait pas la valeur de ce qu'il vendait. Nous l'avons payé l'équivalent de 3 mois de loyer. Ma mère aurait fait une syncope si elle avait su. Même nous savions que nous tenions entre nos mains un morceau d'histoire littéraire. À partir de ce moment, j'ai commencé mon catalogue.
Un cahier à spirale d'abord, puis des fiches cartonnées, puis un système de classement informatique quand les ordinateurs sont devenus accessibles. Chaque livre entrait dans ma bibliothèque accompagné de sa carte d'identité complète. Date d'acquisition, prix d'achat, provenance, état de conservation, particularité, estimation de valeur actualisée tous les 5 ans. Philippe se moquait gentiment de mon obsession. « Tu es pire qu'un commissaire-priseur », me disait-il en riant. Mais il comprenait. Il savait que ces livres n'étaient pas de simples objets. Ils étaient les témoins de notre histoire commune, les gardiens de nos rêves partagés. Nous avons eu 2 fils. Marc, l'aîné, né en 1982, et Julien, arrivé 3 ans plus tard. Marc a hérité de la passion de son père pour la littérature. Dès l'âge de 10 ans, il dévorait les classiques, posait des questions sur Balzac, réclamait du Zola pour son anniversaire. Julien, lui, était différent. Plus sportif, plus extraverti, moins patient. Les livres l'ennuyaient. Il préférait le football et les voitures. Je ne lui en voulais pas. On ne choisit pas ses passions. Elles s'imposent à nous comme une évidence ou elles ne s'imposent pas du tout. Julien était un bon garçon, affectueux, travailleur. Il a fait des études de commerce, a trouvé un poste dans une entreprise de logistique, s'est marié en 2010 avec Valérie. Valérie Mercier. La première fois que je l'ai rencontrée, elle portait une robe rouge vif et des escarpins vernis qui claquaient sur le parquet de mon appartement. Elle a fait le tour de ma bibliothèque d'un regard rapide, presque méprisant, et elle a dit à Julien, d'une voix qui se voulait discrète mais que j'ai parfaitement entendue, « Ta mère collectionne vraiment beaucoup de vieilleries. » J'aurais dû comprendre à ce moment-là. Les signes étaient déjà présents, comme des notes discordantes dans une symphonie. Mais j'étais heureuse que mon fils ait trouvé quelqu'un. Philippe était mort 2 ans plus tôt d'un cancer foudroyant qu'il avait importé en 3 mois. Je me sentais seule dans cet appartement trop grand, entourée de livres qui me rappelaient son absence à chaque page tournée. Valérie venait d'un milieu très différent du nôtre. Son père était promoteur immobilier dans la banlieue lyonnaise, sa mère tenait un salon d'esthétique. Des gens qui mesuraient la valeur des choses en mètres carrés et en euros sonnants. La culture, pour eux, c'était ce qu'on achetait pour décorer un intérieur, pas ce qu'on chérissait pour nourrir une âme. Je ne dis pas cela avec mépris, je constate simplement une différence fondamentale de vision du monde. Une différence qui allait se révéler fatale. Les années ont passé. Marc est parti vivre au Canada avec sa femme canadienne, une professeure de littérature comme lui. Ils viennent me voir 1 fois par an, nous parlons de livres pendant des heures, ils m'envoient des photos de leur maison de Montréal où une bibliothèque entière occupe le salon. Julien et Valérie se sont installés en banlieue parisienne, à Vincennes, dans un appartement moderne et minimaliste où il n'y a un seul livre. Pas un seul. Où êtes-vous en train de m'écouter en ce moment? Dans votre salon, entouré de vos propres livres peut-être? Ou dans votre voiture, en conduisant? Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. J'aime imaginer toutes ces personnes qui partagent mon histoire à travers le monde. À mesure que je vieillissais, Valérie a commencé à s'inquiéter pour moi. Du moins, c'est ce qu'elle prétendait. Elle passait me voir de plus en plus souvent, toujours avec le même discours. « Madeleine, vous ne trouvez pas que cet appartement est trop grand pour vous seule? Tous ces escaliers à monter, c'est dangereux à votre âge. Et puis, tous ces livres qui prennent la poussière, ça n'est pas bon pour vos poumons. » Je souriais poliment, je lui offrais du thé et je changeais de sujet. Mais ces visites me laissaient un goût amer, comme un thé trop infusé. Un jour, elle est venue avec des dépliants de maisons de retraite. Des établissements très bien, m'a-t-elle assuré, avec des jardins et des activités. Elle avait même entouré au stylo rouge ceux qui acceptaient un petit meuble personnel et quelques effets. Un petit meuble pour une bibliothèque de 4623 ouvrages. J'ai refusé avec une fermeté qui l'a surprise. Je lui ai dit que je mourrais dans cet appartement, comme Philippe y était mort, entouré de mes livres et de mes souvenirs. Elle a pincé les lèvres, ce pli caractéristique qu'elle avait quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, et elle est partie sans même finir son thé.
Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai photographié chaque page de mes catalogues. J'ai scanné toutes mes fiches de collection. J'ai réuni les expertises que j'avais fait réaliser au fil des ans par les maisons de vente prestigieuses, Drouot, Christie's, Sobotes. Des documents officiels attestant de la valeur de mes trésors. Pourquoi ce soir-là précisément? Je ne saurais l'expliquer. Un pressentiment peut-être, cette intuition que les femmes de mon âge développent après décennies d'observation du monde. J'ai tout mis dans une enveloppe Kraft que j'ai déposée dans mon coffre-fort à la banque le lendemain matin. Ma bibliothèque était protégée. Du moins, je le croyais. Juin 2024. Mon frère cadet, André, a fait un AVC. Il vit seul à Marseille depuis la mort de sa femme, dans un petit appartement près du Vieux-Port où il passe ses journées à regarder la mer. Nous ne sommes pas très proches, André et moi. La vie nous a éloignés, les choix différents, les années qui passent. Mais il reste mon frère, le seul qui me reste. Quand l'hôpital de la Timone m'a appelé pour me dire qu'il était aux soins intensifs, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai préparé ma valise, j'ai arrosé mes plantes, j'ai prévenu ma voisine du 3e, Madame Lepic, que je partais pour quelques semaines. Et j'ai commis l'erreur qui allait me coûter 47 ans de collection. J'ai appelé Valérie pour lui demander de passer jeter un œil à l'appartement de temps en temps, arroser les plantes si Madame Lepic oubliait, vérifier que tout allait bien. Je lui ai donné le double des clés que je gardais chez moi pour les urgences. Elle a accepté avec un empressement qui aurait dû m'alerter. « Ne vous inquiétez de rien, Madeleine, je m'occupe de tout. Concentrez-vous sur votre frère. Je vous promets que votre appartement sera entre de bonnes mains. » Entre de bonnes mains. Si seulement j'avais su. Le train pour Marseille partait de la gare de Lyon à 14h23. Je me souviens de l'heure exacte parce que j'avais noté tous les détails dans mon petit carnet, cette habitude de bibliothécaire qui ne m'a jamais quittée. Le TGV filait à travers la vallée du Rhône, les paysages défilaient derrière la vitre, et moi, je pensais à André, à nos étés d'enfance en Bretagne, à cette époque lointaine où nous étions inséparables. Je suis restée pendant 3 semaines. André était gravement atteint, paralysé du côté droit, avec des difficultés d'élocution. Les médecins parlaient de rééducation longue, de pronostics incertains. Je passais mes journées à son chevet, à lui lire des livres qu'il aimait autrefois, des romans de Pagnol qui lui rappelaient son Marseille d'adoption. Pendant ce temps, à Paris, ma vie se défaisait. Je n'ai pas appelé Valérie, pas une seule fois. J'étais trop absorbée par la maladie de mon frère, trop fatiguée par les nuits blanches à l'hôpital, trop occupée à organiser son transfert dans un centre de rééducation. Et puis, que pouvait-il se passer? L'appartement était vide, les plantes n'allaient pas s'envoler. C'est Madame Lepic qui m'a prévenue. Un message vocal sur mon téléphone, laissé le 14e jour de mon absence, que je n'ai écouté que le soir parce que mon téléphone était resté au fond de mon sac pendant que j'accompagnais André pour ses premiers pas de rééducation. Madame Forestier, je ne veux pas vous alarmer, mais il y a eu beaucoup de mouvements chez vous ces derniers jours. Des gens qui entrent et qui sortent avec des cartons. Votre belle-fille m'a dit que vous lui aviez demandé de faire du tri pendant votre absence. J'espère que c'est vrai, parce que ça m'a semblé un peu précipité. Appelez-moi quand vous aurez ce message. Mon cœur s'est arrêté. J'ai rappelé Madame Lepic immédiatement. Elle m'a raconté ce qu'elle avait vu. Des voitures garées en double fil devant l'immeuble, des gens, des dizaines de gens qui montaient chez moi et redescendaient avec des sacs, des cartons, des piles de livres sous le bras. Une pancarte dans l'entrée de l'immeuble, vide appartement, tout à 50 centimes. 50 centimes. Vous imaginez ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Cette sensation de chute libre, ce vertige absolu, cette nausée qui vous prend aux tripes quand vous comprenez qu'un désastre irréversible est en train de se produire et que vous êtes impuissante à l'empêcher? Intime mais engageant. Vari Pessing. Slow pour émotionnelle révélation. Modère pour narratif. Slight urgence durant confrontation. Éternise chaque section questions avec génuine curiosité, invitant répondre. Simple comme celle qui veut connecter, non juste telle une histoire. J'ai appelé Valérie. Son téléphone sonnait dans le vide. J'ai appelé Julien.
Même chose. J'ai rappelé, encore et encore, pendant des heures, mes doigts tremblants sur l'écran de mon téléphone, mon souffle court, mes yeux qui brûlaient de larmes contenues. Finalement, vers 22 heures, Julien a décroché. « Ah, maman, je voulais justement t'appeler. Valérie m'a dit qu'elle t'avait aidé à faire du tri dans tes affaires. Elle a trouvé des acheteurs pour tes vieux bouquins, tu sais, ceux qui prenaient la poussière. Elle a pensé que ça te soulagerait de récupérer de l'espace. » Ma voix sortait étranglée, méconnaissable même à mes propres oreilles. Je lui ai demandé de quel bouquin il parlait exactement. Il a répondu avec cette désinvolture qui m'a glacée. « Ben, tous ceux qui étaient dans le salon et dans ton bureau. Valérie dit qu'il y en avait des centaines, peut-être des milliers. Elle a organisé une sorte de brocante. Les gens étaient contents apparemment. Elle a même fait un peu d'argent, quelques centaines d'euros qu'elle te remettra quand tu rentreras. » Quelques centaines d'euros pour une collection estimée à plus de 45 000 euros. J'ai raccroché sans dire au revoir. Je crois que je n'aurais pas pu articuler un mot de plus sans m'effondrer. Je me suis assise sur le lit de ma chambre d'hôtel marseillaise, cette chambre impersonnelle avec ses murs beiges et sa moquette fatiguée, et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Philippe. Des sanglots qui venaient du plus profond de moi, qui me secouraient tout entière, qui me vidaient de mes forces et de ma dignité. J'ai pleuré sur mes livres perdus, sur ces compagnons de toute une vie qui avaient été dispersés aux quatre vents pour le prix d'un café. Ce n'étaient pas seulement des objets, c'étaient des morceaux de mon existence. L'exemplaire de Madame Bovary que Philippe m'avait offert pour nos fiançailles. Les contes d'Andersen que je lisais à Marc quand il était petit, avec ses dessins d'enfants encore glissés entre les pages. L'édition originale de L'Étranger, signée par Camus lui-même, achetée à la veuve d'un professeur de la Sorbonne qui avait connu l'écrivain personnellement. Avez-vous déjà perdu quelque chose d'irremplaçable, quelque chose qui ne peut pas se mesurer en euros, mais qui contient toute votre histoire? Racontez-moi dans les commentaires. Je sais que je ne suis pas la seule. Le lendemain, j'ai pris le premier train pour Paris. J'ai laissé André au bon soin du centre de rééducation, avec la promesse de revenir dès que possible. Il a compris, sans que j'aie besoin de tout expliquer. Il a serré ma main de sa main valide et il m'a dit, d'une voix pâteuse mais claire, « Va te battre, Madeleine. » Aller me battre, c'est exactement ce que j'allais faire. Le retour à Paris restera gravé dans ma mémoire comme un des pires moments de ma vie. Le TGV n'avançait pas assez vite. Chaque arrêt me semblait interminable. Chaque minute qui passait était une minute de plus où mes livres s'éloignaient de moi. J'ai pris un taxi depuis la gare de Lyon. Le chauffeur, un homme d'une cinquantaine d'années, avec une moustache grise et des yeux fatigués, m'a regardé dans son rétroviseur et m'a demandé si j'allais bien. Je devais avoir une tête épouvantable, le visage gonflé par les larmes de la veille, les cheveux en désordre, les vêtements froissés. Je lui ai dit que j'allais constater un désastre. Il n'a pas posé plus de questions. À Paris, les chauffeurs de taxi ont appris à ne pas trop s'immiscer dans les drames de leurs passagers. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée devant mon immeuble, ma petite valise à la main, face à ces cartons abandonnés sur le trottoir avec leurs inscriptions au feutre noir. Livres d'hiver, 50 centimes pièce. Il restait peut-être une cinquantaine d'ouvrages dans les cartons. Les invendus, les rejetés, ceux que même les chasseurs de bonnes affaires n'avaient pas voulu pour le prix d'un croissant. Je me suis agenouillée sur le trottoir, sans me soucier de ma jupe qui se salissait, ni des regards des passants, et j'ai fouillé. Des romans de gare, des éditions de poche et cornets, des livres pratiques sur le jardinage ou la cuisine. Rien de ma vraie collection. Les trésors avaient disparu. Je suis montée chez moi. L'escalier me semblait plus long que d'habitude, les marches plus hautes, la rampe plus froide sous ma paume. 4e étage. La porte de mon appartement était entr'ouverte. J'ai poussé le battant et je suis entrée dans un cauchemar.
Les étagères étaient vides, toutes. Ces belles étagères en chêne que Philippe et moi avions fait installer sur mesure, qui couvraient 3 murs entiers du salon et tout un pan du bureau, ces étagères qui portaient le poids de notre passion commune, elles étaient nues, dépouillées, obscènes dans leur vacuité. Le parquet était marqué par les traces des pieds des visiteurs, des empreintes de chaussures un peu partout, des égratignures là où on avait traîné des cartons. L'odeur avait changé aussi. Cette fragrance de papier ancien et de cire qui m'accueillait chaque fois que je rentrais chez moi avait été remplacée par quelque chose de plus âcre, de plus ordinaire. L'odeur du passage de dizaines d'inconnus, de leur parfum bon marché et de leur indifférence. Au milieu du salon, sur la table basse, il y avait une enveloppe avec mon nom écrit dessus. L'écriture de Valérie, ronde et appliquée. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains qui tremblaient si fort que j'ai déchiré le papier. À l'intérieur, un petit mot et des billets. 340 € exactement. Chère Madeleine, voici le produit de la vente. J'espère que vous êtes contente d'avoir récupéré de l'espace. Tous ces vieux livres poussiéreux n'étaient vraiment pas bons pour votre santé. Je suis sûre que vous vous sentirez mieux maintenant. Bise, Valérie. 340 €. J'ai compté les billets plusieurs fois, comme si le chiffre allait changer, comme si j'allais découvrir que j'avais mal lu, que c'était en réalité 340 000 €, une somme qui aurait eu un sens par rapport à ce qui avait été vendu. Mais non, 340 €. Pour 45 000 € de livres rares, pour 47 ans de collection passionnée, pour l'œuvre de toute une vie. Je me suis effondrée dans le fauteuil où Philippe aimait lire, ce vieux fauteuil en cuir bordeaux qui portait encore l'empreinte de son corps, et j'ai regardé les étagères vides. Le silence de l'appartement était assourdissant. Plus de livres pour absorber les sons, plus de papier pour étouffer les bruits de la ville. Juste le vide, immense et cruel. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous hurlé, pleuré, appelé la police? Auriez-vous sauté dans un taxi pour aller confronter la coupable? Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais savoir comment vous auriez réagi. Moi, j'ai fait quelque chose d'étrange. Je me suis levée, je suis allée dans la cuisine et j'ai préparé du thé. Un Earl Grey, comme Philippe l'aimait. J'ai sorti la théière en porcelaine de Limoges, celle que nous avions achetée lors de notre voyage de noces, et j'ai accompli tous les gestes rituels. Faire chauffer l'eau, ébouillanter la théière, mesurer les feuilles, attendre l'infusion. Ce rituel m'a calmée. Il m'a permis de rassembler mes pensées, de transformer ma douleur en quelque chose de plus froid, de plus tranchant. La colère est venue ensuite, une colère glaciale et déterminée. Valérie pensait avoir affaire à une vieille dame sénile dont la mémoire défaillait. Elle pensait que j'allais accepter sa version des faits, que j'allais la remercier de m'avoir débarrassée de mes vieilleries. Elle ne connaissait pas les bibliothécaires. Nous sommes des gardiens de la mémoire. Notre métier, c'est de classer, cataloguer, archiver. De préserver les traces du passé contre l'oubli et la destruction. Et pendant 40 ans, j'avais appliqué ces compétences à ma propre collection. J'ai terminé mon thé, j'ai rincé la tasse et je suis partie à la banque. Le coffre-fort contenait exactement ce que j'y avais déposé. L'enveloppe Kraft avec les photographies de mes catalogues, les scans de mes fiches, les expertises officielles. Tout était là, intact, irréfutable. Je me souviens du visage de l'employée de banque quand j'ai ouvert l'enveloppe devant elle pour vérifier le contenu. Elle a jeté un coup d'œil au document et ses yeux se sont agrandis. « Vous collectionnez les livres rares ?» m'a-t-elle demandé avec un intérêt soudain. « Je collectionnais », ai-je répondu, au passé. De retour chez moi, j'ai étalé tous les documents sur la table du salon. Cette table qui, quelques jours plus tôt, croulait sous les livres en attente de rangement. J'ai relu chaque fiche, chaque estimation, chaque certificat d'authenticité. L'ampleur du désastre m'est apparue dans toute sa précision mathématique.
L'exemplaire de L'étranger de Camus, édition originale de 1942 chez Gallimard, avec dédicace autographe. Expertise de 2019, 12 000 €. Les 3 premiers tomes de À la recherche du temps perdu de Proust, édition originale chez Grasset et Gallimard. Expertise de 2021, 8 500 €. La collection complète des albums du Père Castor des années 1930, en état exceptionnel. Expertise de 2020, 4 000 €. Un exemplaire des Fleurs du Mal de 1861, deuxième édition augmentée avec les 6 poèmes condamnés. Expertise de 2018, 6 000 €. La liste continuait sur des pages et des pages. 4 623 ouvrages au total, dont 347 classés comme rares ou très rares, avec une valeur unitaire supérieure à 100 €. 45 200 € d'estimation totale lors de la dernière mise à jour de mes catalogues. Vendus 50 centimes pièce. La colère froide qui m'habitait depuis mon retour s'est transformée en quelque chose de plus puissant encore, de la détermination. J'allais récupérer mes livres, j'allais faire payer Valérie pour ce qu'elle avait fait. Et j'allais le faire méthodiquement, comme on classe une bibliothèque. Rayon par rayon, fiche par fiche. Le lendemain matin, à 9 heures précises, je me suis présentée au commissariat du 6e arrondissement. Le policier qui m'a reçu, un homme jeune avec un accent du sud-ouest, m'a écouté avec une patience polie, mais visiblement sceptique. Une histoire de livre volé par une belle fille pendant une absence. Ça ressemblait à un conflit familial, pas à une affaire criminelle. Puis je lui ai montré mes documents. J'ai vu son expression changer quand il a parcouru les expertises. Son sourcil s'est levé au chiffre de 12 000 € pour le Camus. Ses yeux se sont agrandis devant l'estimation totale. Il a posé les papiers, m'a regardé avec un respect nouveau et il a dit « Attendez ici, je vais chercher mon supérieur ». L'enquête a été ouverte le jour même. Vol aggravé avec abus de confiance. Les charges étaient sérieuses, bien plus sérieuses que Valérie ne l'avait sans doute imaginé. Mais ouvrir une enquête était une chose, retrouver les livres en était une autre. 2 semaines plus tard. L'inspectrice chargée de mon dossier s'appelait Marie-Claire Dubois. Une femme d'une 50aine d'années, avec des cheveux gris coupés courts et des yeux perçants derrière des lunettes à monture fine. Elle m'a rappelé pour me rencontrer dans un café près du Panthéon, loin du commissariat. Elle m'a dit qu'elle avait une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que l'enquête avançait. Valérie avait été interrogée et avait d'abord nié, puis s'était défendue en prétendant que j'avais donné mon accord verbal avant mon départ. Mais les témoignages de Madame Lepic et d'autres voisins, combinés à mes preuves documentaires, rendaient sa version difficile à soutenir. La mauvaise nouvelle, c'est que retrouver les livres serait extrêmement compliqué. La vente avait attiré des dizaines de personnes, peut-être plus d'une centaine sur les 3 jours qu'elle avait duré. Des anonymes, des passants, des habitués des ventes de quartier. Aucun registre n'avait été tenu, aucune identité n'avait été relevée. Mes livres étaient dispersés aux 4 coins de Paris, peut-être de France, peut-être du monde. J'ai senti le découragement m'envahir. Tout ce travail, toute cette énergie, pour aboutir à quoi? Une procédure judiciaire qui allait traîner pendant des années. Une indemnisation éventuelle qui ne remplacerait jamais ce que j'avais perdu. Et mes trésors volatilisés à jamais. L'inspectrice Dubois a dû voir le désespoir sur mon visage. Elle a posé sa main sur la mienne, un geste de réconfort inattendu de la part d'une femme qui devait voir des drames bien pires que le mien tous les jours. « Ne perdez pas espoir », m'a-t-elle dit. « Les livres rares ont une particularité. Ils ne disparaissent pas vraiment. Ils circulent, ils réapparaissent, ils laissent des traces. Si vos livres les plus précieux sont aussi exceptionnels que vos expertises le suggèrent, quelqu'un finira par les repérer.
Elle avait raison, bien sûr, mais combien de temps cela prendrait-il? Et combien de mes livres auraient été abîmés, perdus, jetés d'ici là? C'est à ce moment que j'ai décidé de prendre les choses en main. Le quartier latin est le cœur battant du monde du livre ancien à Paris. Des dizaines de librairies spécialisées s'y côtoient, des bouquinistes des quais aux boutiques prestigieuses de la rue Bonaparte. Si mes livres rares avaient été achetés par quelqu'un qui connaissait leur valeur, il y avait des chances qu'ils réapparaissent dans ce circuit. J'ai commencé ma tournée le lendemain. La première librairie que j'ai visitée était une petite boutique de la rue de l'Odéon, coincée entre une épicerie fine et un café où Hemingway venait boire autrefois. Le propriétaire, un homme maigre aux lunettes rondes qui s'appelait Monsieur Favier, m'a écouté avec attention. Je lui ai montré les photos de mes livres les plus précieux, le Camus signé, les Proust en édition originale, les albums du père Castor. Il a examiné les images sur mon téléphone, a hoché la tête pensivement et m'a promis de me contacter si jamais quelqu'un venait lui proposer ses ouvrages. J'ai répété cette démarche dans une vingtaine de librairies en 3 jours. Mes jambes me faisaient mal, mes pieds étaient couverts d'ampoules malgré mes chaussures les plus confortables, mais je ne me suis pas arrêtée. Chaque libraire que je rencontrais était un allié potentiel, un œil supplémentaire dans ma quête. Certains étaient sceptiques. Une vieille dame qui cherche ses livres volés, ça ressemblait à une histoire un peu folle. Mais quand ils voyaient les expertises, quand ils comprenaient la valeur de ce qui avait été perdu, leur attitude changeait. Le monde du livre ancien est un petit monde. Les nouvelles circulent vite. Bientôt, toutes les librairies spécialisées de Paris étaient au courant de mon histoire. On m'appelait la dame aux livres perdus. Êtes-vous passionné par quelque chose au point d'y consacrer des jours entiers de recherche, au point de marcher jusqu'à l'épuisement pour le retrouver? Je serais curieuse de connaître vos passions. Partagez-les dans les commentaires. Le premier miracle s'est produit 3 semaines après le début de mes recherches. J'étais chez moi, épuisée après une nouvelle journée de tournée des librairies, quand mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché avec méfiance, craignant un démarchage commercial. Madame Forestière, ici Jacques Bertin, de la librairie des Deux Mondes, rue Saint-André-des-Arts. On s'est parlé la semaine dernière. Je crois que j'ai quelque chose qui vous appartient. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Un homme était venu lui proposer un lot de livres anciens achetés dans une vente de particulier. Parmi eux, 3 albums du père Castor des années 1930. Roule Galette, Mishka et Panache l'écureuil. En parfait état. Mes albums, ceux que je lisais à Marc quand il avait 4 ans assis sur mes genoux dans le fauteuil de Philippe, ceux dont il connaissait chaque phrase par cœur et qu'il réclamait tous les soirs avant de s'endormir. Je me suis précipitée à la librairie. Monsieur Bertin m'attendait avec les 3 albums posés sur son comptoir, comme des reliques sacrées. Quand je les ai vus, quand j'ai reconnu la couverture usée de Roule Galette avec sa petite tache d'encre au coin inférieur droit, là où Marc avait un jour posé son stylo, j'ai éclaté en sanglots. Le vendeur avait laissé ses coordonnées. Un certain monsieur Delmas, retraité du 14e arrondissement, qui avait acheté une dizaine de livres lors de la vente pour quelques euros. Il n'avait pas réalisé la valeur de ce qu'il possédait jusqu'à ce qu'il tente de les revendre. L'inspectrice Dubois l'a contacté dès le lendemain. Il s'est montré coopératif, a rendu les albums sans difficulté et a fourni des informations sur la vente. Il se souvenait d'autres acheteurs, de visages, de conversations entendues. Un fil ténu mais précieux, de fil en aiguille. C'est ainsi que l'enquête a progressé, par petits bonds successifs. Un libraire qui repérait un ouvrage suspect, un acheteur de bonne foi qui acceptait de coopérer, un témoignage qui menait à un autre. Pendant ce temps, la procédure judiciaire suivait son cours. Valérie avait été mise en examen pour vol aggravé, abus de confiance et recel. Elle avait engagé un avocat, un homme arrogant en costume 3 pièces qui tentait de faire passer ma collection pour un tas de vieilleries sans valeur.
Julien m'avait appelé, une fois, quelques jours après l'ouverture de l'enquête. Sa voix était tendue, presque hostile. Maman, tu exagères. Valérie voulait t'aider, c'est tout. Tu fais une montagne de rien. Retire ta plainte et on n'en parle plus. J'ai senti mon sang se glacer. Mon propre fils prenait le parti de sa femme contre moi. Mon fils qui avait grandi entouré de ses livres, qui avait vu son père et moi les chérir comme des trésors, qui savait parfaitement ce qu'ils représentaient. Je lui ai demandé s'il avait vu les expertises, s'il comprenait que ce rien dont il parlait valait plus de 45 000 €, s'il se rendait compte que sa femme avait commis un délit passible de prison. Il y a eu un silence au bout du fil, puis il a raccroché sans répondre. Nous ne nous sommes plus parlé depuis. 4 mois plus tard. L'audience au tribunal correctionnel de Paris était fixée au 15 janvier 2025. L'hiver était particulièrement rude cette année-là, avec des températures négatives qui transformaient les rues en patinoire et le ciel en couvercle de plomb. Je suis arrivée au palais de justice 1 heure avant l'audience, emmitouflée dans mon manteau le plus chaud, une écharpe en laine que Philippe m'avait offerte 30 ans plus tôt, enroulée autour de mon cou. Mes mains tremblaient, pas seulement à cause du froid. Marc était venu du Canada pour me soutenir. Il avait pris l'avion dès qu'il avait appris la date du procès, laissant sa femme et ses 2 enfants à Montréal. Quand je l'ai vu dans le hall du tribunal, grand et un peu voûté comme son père, avec les mêmes yeux bleus fatigués de lecteur, j'ai failli pleurer de soulagement. « Je suis là, maman », m'a-t-il dit en me prenant dans ses bras. « Je serai toujours là ». La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. Des rangées de bancs en bois sombre, une estrade où siégeait la juge, des tables pour les avocats. L'atmosphère sentait le vieux papier et l'anxiété, un mélange que je connaissais bien. Valérie était assise à côté de son avocat, vêtue d'un tailleur gris perle qui lui donnait l'air d'une femme d'affaires respectable. Elle ne m'a pas regardée quand je suis entrée. Julien était quelque part dans la salle. Je l'ai aperçu du coin de l'œil, mais je n'ai pas tourné la tête dans sa direction. L'audience a duré 4 heures. Mon avocate, Maître Renard, une femme énergique aux cheveux roux qui portait bien son nom, a présenté méthodiquement mon dossier. Les catalogues, les expertises, les témoignages des voisins, les livres retrouvés, les déclarations des acheteurs. Chaque élément s'ajoutait aux autres pour former un tableau accablant. L'avocat de Valérie a tenté de plaider la bonne foi. Sa cliente croyait sincèrement rendre service à sa belle-mère. Elle n'avait pas réalisé la valeur des livres. Elle était victime d'un malentendu. La juge a écouté sans broncher, prenant des notes de temps en temps. Elle a posé des questions précises, techniques, qui montraient qu'elle avait lu le dossier en détail. Puis elle a demandé à Valérie si elle avait quelque chose à ajouter. Valérie s'est levée. Pour la première fois, elle m'a regardée. Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui m'a surprise. Pas du remords, pas de la honte, de la colère. Une colère froide, maîtrisée, mais intense. « Je voulais aider Madeleine », a-t-elle dit d'une voix calme. Son appartement était encombré de livres poussiéreux qui prenaient la place et qui attiraient les insectes. Elle vieillit, sa mémoire n'est plus ce qu'elle était. Je pensais lui rendre service en la débarrassant de ce fardeau. Sa mémoire n'est plus ce qu'elle était. J'ai senti Marc se raidir à côté de moi. Maître Renard m'a jeté un regard d'avertissement, me demandant silencieusement de rester calme. La juge a hoché la tête et a annoncé que le jugement serait rendu dans 3 semaines. 3 semaines d'attente. Vous êtes-vous déjà retrouvé à attendre un verdict, une décision, quelque chose qui allait changer votre vie? Ces semaines-là ont été les plus longues de mon existence. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu cette attente insupportable. J'ai occupé ce temps en continuant ma quête. Sur les 51 livres les plus précieux de ma collection, 17 avaient été retrouvés et restitués. Parmi eux, Miracle entre les miracles, le Camus signé. C'est une bouquiniste des quais qui l'avait repéré. Une femme qui tenait son étal près du pont des Arts depuis 40 ans et qui avait l'œil pour reconnaître les pièces exceptionnelles.
Quelqu'un était venu lui proposer le livre pour 500 €, une somme dérisoire, mais bien supérieure aux 50 centimes payés à l'origine. Elle avait fait semblant d'hésiter, avait demandé à réfléchir et m'avait immédiatement appelé. L'inspectrice Dubois avait fait le reste. Quand j'ai tenu de nouveau ce livre entre mes mains, quand j'ai ouvert la page de garde et que j'ai vu la signature d'Albert Camus, cette écriture nerveuse et penchée que j'avais contemplée tant de fois, j'ai ressenti quelque chose d'indescriptible. Comme si une partie de moi, arrachée et dispersée, me revenait enfin. Le jour du verdict est arrivé par un matin glacial de février. La juge a lu sa décision d'une voix monocorde sans émotion apparente. Valérie Mercier était reconnue coupable de vol aggravé et d'abus de confiance. Elle était condamnée à 18 mois de prison avec sursis et au remboursement intégral de la valeur estimée des biens non retrouvés, soit 32 000 €. 32 000 €, plus les frais de justice, plus les dommages et intérêts pour préjudice moral. Valérie a blêmi. Son avocat a protesté, a parlé de faire appel. La juge l'a ignoré et a poursuivi sa lecture. Le tribunal notait également le caractère prémédité de l'infraction, attesté par le fait que la prévenue avait attendu l'absence prolongée de la victime pour agir et par l'organisation méthodique de la vente, méthodiquement. Ces circonstances aggravantes avaient pesé dans la détermination de la peine. C'était fini. Ou plutôt, un chapitre était fini. Un autre commençait. 6 mois plus tard, l'été 2025 a été doux à Paris. Les terrasses débordaient de touristes, les jardins du Luxembourg bruissaient du rire des enfants. Et moi, je passais mes journées à réorganiser ma bibliothèque. Car oui, ma bibliothèque existait de nouveau. Pas comme avant, pas avec les mêmes livres, pas avec la même histoire, mais elle existait. Sur les 4623 ouvrages qui m'avaient été volés, j'en avais récupéré 417. Les plus précieux pour la plupart, ceux que les acheteurs avaient tenté de revendre et qui avaient été repérés par le réseau de libraires que j'avais alerté. Les autres, les plus communs, avaient disparu dans la nature, absorbés par des bibliothèques privées, des brocantes de province, des poubelles peut-être. J'avais fait mon deuil de ces pertes, pas sans douleur, mais avec une forme d'acceptation qui venait peut-être de l'âge, ou de la sagesse, ou simplement de l'épuisement. L'argent du dédommagement m'avait permis de racheter quelques pièces. Pas les mêmes, évidemment. Un autre Proust, une autre édition des Fleurs du Mal. Des exemplaires sans histoire personnelle, sans souvenirs associés, mais qui remplissaient les étagères vides. Marc m'avait envoyé des livres du Canada, des éditions rares de la littérature québécoise, des ouvrages de la bibliothèque personnelle de son beau-père décédé. Un geste d'amour qui m'avait fait pleurer quand j'avais ouvert le colis. Quant à Julien, il ne m'avait pas donné de nouvelles depuis le procès. Je savais par des amis communs que son mariage battait de l'aile, que Valérie avait du mal à payer les dommages et intérêts, qu'ils avaient dû vendre leur appartement de Vincennes pour un logement plus petit en banlieue lointaine. Je n'éprouvais pas de satisfaction à l'idée de leur malheur, juste une tristesse sourde, comme un deuil qui n'en finissait pas. Un après-midi de septembre, j'ai reçu une visite inattendue. Madame Lepic, ma voisine du 3e, celle qui m'avait alertée du désastre en cours, est venue frapper à ma porte avec un sac en papier kraft. « J'ai trouvé ça dans la cave », m'a-t-elle dit. « C'était caché derrière de vieilles valises. Je ne sais pas comment c'est arrivé là, mais je crois que ça vous appartient. » Dans le sac, il y avait une dizaine de livres. Parmi eux, l'exemplaire de Madame Bovary que Philippe m'avait offert pour nos fiançailles. Je n'ai jamais su comment ce livre avait atterri dans la cave de Madame Lepic. Peut-être qu'un acheteur l'avait abandonné là en sortant de l'immeuble, peut-être qu'il était tombé d'un carton pendant le transport, peut-être que le destin avait simplement décidé de me faire un cadeau. J'ai serré le livre contre ma poitrine, j'ai remercié Madame Lepic avec des larmes dans la voix, et j'ai passé le reste de la journée à relire Flaubert, assise dans le fauteuil de Philippe, comme au premier jour de notre amour. Vous savez, les livres ne sont pas de simples objets. Ils sont des vaisseaux qui transportent nos souvenirs, nos émotions, nos liens avec ceux qui nous ont quittés.
En perdant mes livres, j'avais perdu une partie de Philippe, une partie de ma vie avec lui, une partie de moi-même. En les retrouvant, même partiellement, j'avais retrouvé tout cela. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez des objets qui portent vos souvenirs de cette façon? Partagez vos histoires dans les commentaires. J'aimerais vous lire. 1 an plus tard. Le téléphone a sonné un matin de novembre 2025. C'était Julien. Sa voix était méconnaissable. Cassée, hésitante, celle d'un homme brisé. « Maman, il faut qu'on parle. » Nous nous sommes retrouvés dans un café près de Montparnasse, un endroit neutre choisi par lui. Il avait vieilli de 10 ans en 12 mois. Des cernes profonds sous les yeux, des cheveux gris que je ne lui connaissais pas, un costume froissé qui pendait sur ses épaules amaigries. Valérie et lui s'étaient séparés. Le poids des dettes, la honte du procès, les reproches mutuels avaient eu raison de leur couple. Elle était retournée chez ses parents à Lyon. Lui louait un studio à Montreuil, seul, avec ses remords. « Je ne savais pas, maman, m'a-t-il dit. Je te jure que je ne savais pas qu'elle préparait ça. Elle m'a dit qu'elle t'aidait à trier, que tu étais d'accord. Je l'ai cru. Je n'aurais pas dû. Je l'ai regardé, mon fils, ce garçon que j'avais porté dans mon ventre, bercé dans mes bras, élevé avec amour, même s'il ne partageait pas ma passion pour les livres. Je l'ai regardé et j'ai vu un homme perdu, un homme qui avait choisi le mauvais camp et qui en payait le prix. La colère que j'avais nourrie pendant des mois s'est éteinte d'un coup, comme une bougie soufflée. À sa place, il n'y avait plus que de la lassitude et, peut-être, un début de compassion. Je lui ai tendu la main par-dessus la table. Il l'a prise et nous sommes restés ainsi pendant de longues minutes, sans rien dire, à écouter le bruit du café autour de nous. Le pardon n'est pas venu ce jour-là, ni le suivant, ni celui d'après. Le pardon est un chemin, pas une destination. Mais nous avions fait le premier pas. Décembre 2025. J'ai pris une décision. Ma collection, ce qu'il en restait, n'irait pas à mes enfants après ma mort. Cette pensée m'avait traversée comme une évidence un matin où je contemplais mes étagères en buvant mon thé. Marc aurait été digne de recevoir ces trésors, mais il vivait au Canada, loin de ce monde du livre ancien parisien que j'avais tant aimé. Et Julien n'en aurait pas voulu, n'en aurait pas compris la valeur, les aurait peut-être laissés dormir dans des cartons au fond d'un placard. Non, mes livres iraient ailleurs. Ils iraient là où ils seraient lus, étudiés, chéris par des générations d'étudiants et de chercheurs. Ils iraient à l'université. J'ai contacté la bibliothèque de la Sorbonne. La conservatrice, une femme de mon âge, aux manières distinguées, est venue voir ma collection un après-midi de pluie. Elle a parcouru les étagères avec des yeux brillants, s'arrêtant sur certains ouvrages avec des exclamations de plaisir, prenant des notes dans un petit carnet. « C'est remarquable, Madame Forestier, m'a-t-elle dit en reposant un exemplaire rare de Ronsard. Vraiment remarquable. La bibliothèque serait honorée de recevoir ce legs. » Nous avons discuté des modalités. Un inventaire complet, un acte notarié, une plaque commémorative portant le nom de Philippe et le mien. Et une clause particulière que j'ai tenu à ajouter. Une clause d'exclusion. Mes livres seraient consultables par tous, étudiants, chercheurs, amateurs, citoyens ordinaires. Par tous, sauf par les membres de ma famille directe, mes enfants, mes petits-enfants, leurs conjoints et descendants. Aucun d'entre eux n'aurait le droit de toucher à ma collection. « C'est une clause inhabituelle », a commenté la conservatrice avec un haussement de sourcils. J'ai haussé les épaules. « L'histoire de ma vie est inhabituelle », ai-je répondu. Elle n'a pas insisté. Mars 2026. L'acte de donation a été signé un mardi après-midi dans l'étude d'un notaire du 7e arrondissement. J'étais accompagnée de Marc, venu spécialement du Canada pour l'occasion. Julien n'avait pas été invité. En apposant ma signature au bas du document, j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de mélancolie.
Mes livres allaient survivre à ma mort, certes. Ils allaient être protégés, conservés, transmis. Mais ils ne m'appartenaient plus vraiment. Ils appartenaient désormais à tous, à personne, à l'avenir. Après la signature, Marc et moi sommes allés déjeuner dans un restaurant près du Bon Marché. Il avait l'air pensif, tournant sa cuillère dans son café sans le boire. « Tu es sûre de toi, maman ?» m'a-t-il finalement demandé. « Pour la clause d'exclusion, je veux dire. Mes enfants ne pourront jamais consulter ta collection. C'est dur. » J'ai réfléchi avant de répondre. Oui, c'était dur. Mais la dureté était parfois nécessaire. Cette collection a failli être détruite par quelqu'un de ma propre famille, ai-je dit. Quelqu'un qui méprisait les livres et qui n'a vu en eux que des obstacles à éliminer. Je ne peux pas prendre le risque que cela se reproduise, pas même avec mes petits-enfants, que je ne connais pas encore assez pour leur faire confiance. Marc a hoché la tête, il comprenait. Lui, au moins, comprenait. Et puis, ai-je ajouté avec un sourire, qui sait, dans 50 ans, quand tu seras vieux, et moi depuis longtemps parti, peut-être que la bibliothèque de la Sorbonne acceptera de lever cette clause. Les choses changent, les rancœurs s'effacent. Mais pour l'instant, pour ce qu'il me reste de vie, j'ai besoin de savoir que mes livres sont protégés, de tout le monde, y compris de ma famille. Nous avons terminé notre déjeuner en parlant de Proust, de Camus, des albums du Père Castor et des souvenirs qu'il portait. Nous avons ri en évoquant l'époque où Marc me réclamait roule-galette tous les soirs. Nous avons pleuré en nous souvenant de Philippe, de sa passion, de son absence. C'était une bonne journée. Une de ces journées où le chagrin et la joie coexistent, où le passé et le présent se rejoignent, où l'on se sent pleinement vivant malgré tout ce qu'on a perdu. Aujourd'hui, je vous raconte cette histoire depuis mon salon, assise dans le fauteuil de Philippe, entourée de ce qu'il reste de ma bibliothèque. Dehors, janvier tire à sa fin, le ciel parisien est gris comme il l'est si souvent en cette saison, et le chauffage ronronne doucement contre le froid. J'ai 71 ans maintenant. Mon frère André va mieux, il a retrouvé une partie de sa mobilité et m'envoie des cartes postales de Marseille avec sa main gauche, son écriture tremblante mais lisible. Marc est rentré au Canada, où il continue d'enseigner la littérature française à de jeunes Québécois qui découvrent Flaubert et Balzac avec des yeux émerveillés. Julien et moi nous voyons de temps en temps. Des rencontres brèves et un peu gênées, mais qui sont mieux que le silence complet. Quant à Valérie, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et franchement, je ne veux pas le savoir. Cette histoire m'a appris beaucoup de choses. Sur la valeur des livres, bien sûr, mais aussi sur la valeur des liens familiaux, sur leur fragilité, sur la facilité avec laquelle ils peuvent se briser. Elle m'a appris que la méfiance n'est pas toujours un défaut, que la prudence peut sauver ce qui nous est cher, que les intuitions doivent être écoutées même quand elles nous semblent paranoïaques. Elle m'a aussi appris quelque chose de plus fondamental. Le temps répare certaines blessures, mais il en laisse d'autres ouvertes. La justice existe, mais elle est imparfaite et lente. Et parfois, gagner un procès ne signifie pas gagner la paix. Je n'ai pas retrouvé tous mes livres. Je n'ai pas retrouvé ma relation avec mon fils cadet telle qu'elle était autrefois. Je n'ai pas retrouvé l'insouciance de l'époque où je faisais confiance sans réfléchir. Ces pertes-là sont irréversibles. Mais j'ai retrouvé autre chose. Une forme de sérénité, peut-être, l'acceptation de ce qui est, de ce qui a été, de ce qui ne sera jamais. Et la certitude que ma vie, avec ses joies et ses drames, ses trésors et ses pertes, a eu un sens. Mes livres survivront. Ils seront lus par des étudiants qui ne connaîtront jamais mon nom, feuilletés par des chercheurs qui ignoreront l'histoire derrière chaque acquisition. Ils porteront la mémoire de Philippe et la mienne sans même le savoir. Et c'est bien ainsi. Si vous êtes encore là, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que mon histoire vous a touché, qu'elle vous a fait réfléchir à vos propres trésors, à vos propres liens familiaux, à ce que vous chérissez et à ce que vous êtes prête à faire pour le protéger. Avant de vous quitter, j'aimerais vous poser une dernière question. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans votre vie ? Pas la valeur marchande, non, la vraie valeur, celle qui se mesure en souvenirs, en émotions, en amour. Pensez-y.
Et si vous le souhaitez, partagez votre réponse dans les commentaires. Quant à moi, je vais retourner à mes livres. Il me reste quelques heures de lecture avant que la nuit tombe sur Paris. Un Proust, peut-être, ou un Colette, ou simplement Madame Bovary, cet exemplaire miraculé qui m'est revenu contre toute attente. Les livres m'attendent, comme ils m'ont toujours attendu, comme ils attendront longtemps après ma mort ceux qui viendront me succéder dans cette quête éternelle de beauté et de sens. Prenez soin de vous, prenez soin de vos trésors et n'oubliez jamais de les cataloguer. On ne sait jamais ce qui peut arriver.